Bien, on commence un petit peu en avance, c'est bien, on aura un peu plus de temps pour la table ronde. Donc bienvenue à tous pour assister à cette table ronde qu'on a intitulée « Construire l'avenir ensemble, comment accompagner les jeunes dans un monde en pleine transformation ». Donc moi je suis Camille Dorival, je suis journaliste, directrice de la rédaction d'un média qui s'appelle Care News, qui est un média en ligne dont les contenus sont accessibles gratuitement et qui est consacré à l'engagement. Donc on parle surtout d'économie sociale et solidaire, de responsabilité sociétale des entreprises, de mécénat et de philanthropie. On parle aussi d'engagement citoyen. Je vous invite à découvrir le média si vous ne le connaissez pas. Et donc dans cette table ronde, on va se demander quels sont les besoins et quelles sont les attentes des jeunes dans un monde qui évolue extrêmement rapidement, qui est marqué par des crises multiples que vous connaissez, que ce soit la crise environnementale, la crise sociale, la crise démocratique. Donc, quelles sont les attentes des jeunes envers la société, envers le monde du travail aussi, envers les professionnels de l'orientation? Quelles sont les difficultés éventuelles de ces jeunes? On va aussi se demander comment vous, coach spécialisé en orientation, vous pouvez les aider à trouver leur juste place, à développer des compétences qui leur permettront de s'épanouir dans le monde de demain. Et donc pour cela, on a réuni dans un premier temps 3 intervenants. Isabelle Andrieux, qui est à ma droite, qui est fondatrice et directrice générale de l'association Crée ton avenir, mais aussi présidente du collectif Orientation, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Mathieu Dardaillon à mes côtés, entrepreneur, fondateur de Ticket for Change et auteur du livre Anti-Chaos, que peut-être vous pouvez montrer, et dont on va parler tout à l'heure aussi. Et puis Stéphane Lipiansky, qui est directeur des études du think tank Vers le haut. Et ensuite, donc, on fera intervenir 2 jeunes femmes, Adjar et Marie, qui sont au premier rang, que je vous présenterai tout à l'heure, mais qui seront là pour représenter la jeunesse, mais aussi pour témoigner sur leur parcours personnel et, si elles souhaitent, aussi pour réagir à ce qui aurait été dit avant. Alors, je vais commencer par vous donner la parole, Stéphane. Votre think tank Vers le haut, c'est un think tank qui est dédié aux jeunes et à l'éducation. Et chaque année, vous publiez un baromètre sur la jeunesse. Donc, je vais vous laisser nous présenter les éléments forts de ce baromètre sur les jeunes. Merci beaucoup. Effectivement, chez Vers le haut, en fait, je ne sais pas si c'est beaucoup d'alphabétisme. Et c'est le cas aussi pour Vers le haut, qui a 10 ans de distance. Et donc, depuis le début de Vers le haut, on a un baromètre effectivement annuel qui est mené avec l'Institut d'âge autonomie, sur lequel on a 3 panels. Un panel de jeunes de 16 à 25 ans, un panel de parents et un panel de chefs d'entreprise. Et ce baromètre s'intitule Jeunesse et confiance. Et un des éléments effectivement récurrents de ce baromètre, c'est d'interroger ces différents publics en vue de déterminer un peu quelle est la nature de la confiance des jeunes dans l'avenir des institutions, l'école, l'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, en introduction, puisqu'aujourd'hui, dans la table ronde, on va parler effectivement de pas mal de sujets, mais ici, l'idée, c'est de faire un petit panorama un peu synthétique de quelques éléments qui sont surtout des chiffres récents, mais qui seront aussi mis en perspective avec le passé du baromètre, donc puisqu'on a pas mal de recul. Donc c'est des chiffres qui seront issus des 2 dernières éditions essentiellement. La première chose, c'est que le premier sujet sur lequel on interroge la jeunesse depuis ces 10 ans, c'est sur la question de l'optimisme. Et ce qui ressort, c'est que finalement les jeunes sont plutôt plus optimistes que la population générale. Cette année, on a 69% des jeunes qui se disent plutôt optimistes pour leur propre avenir. Mais 2 choses à noter, c'est déjà que l'optimisme individuel, il est fort, mais collectif, beaucoup moins. C'est-à-dire quand on demande aux jeunes s'ils sont optimistes pour la France ou pour l'avenir de la France ou pour l'avenir de la planète, on a des chiffres bien moins élevés que lorsqu'on leur demande s'ils sont optimistes pour leur propre avenir.
Et à noter quand même qu'effectivement, on est actuellement dans une période plutôt en retrait par rapport aux chiffres qu'on a pu avoir il y a quelques années. Notamment, ici, on a presque 10 points de différence cette année avec le pic qu'on avait connu en 2017-2018. Un autre élément très important sur lequel on essaye de se focaliser, c'est la question de la confiance, et notamment de la confiance en soi, pour lequel on avait consacré effectivement surtout des questions en 2023. Donc ça date un tout petit peu, mais ça reste quand même assez pertinent. Alors quelque chose qui nous avait marqué, c'est l'aspect déclaratif, c'est-à-dire quand on demande aux jeunes effectivement de but en blanc, est-ce que vous avez confiance en vous ? Finalement, le niveau affiché est plutôt élevé, puisqu'on a 74% des jeunes qui déclarent avoir confiance en eux. On note quand même que qu'il y a certaines catégories qui sont plus ou moins enclins à afficher cette confiance en eux. Alors, plutôt les garçons que les filles. Effectivement, c'est assez marquant. Et d'ailleurs, sur plein de réponses, même sur la question de l'optimisme, etc., il y a une grosse différence entre les réponses des filles et des garçons. Et puis aussi le vécu qui influe sur la confiance en soi affichée, c'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes qui affichent le plus de confiance en eux, c'est plutôt des jeunes qui effectivement sont dans une période de réussite ou de poursuite d'études ou de poursuite d'emploi, et beaucoup moins de confiance en eux chez ceux qui s'imaginent en tout cas en difficulté, comme peuvent être les demandeurs d'emploi. Quelque chose qui nous avait marqué, c'est qu'en fait, derrière cet affichage de confiance en soi qui est assez élevé, en réalité, quand on creuse un peu et quand on demande aux jeunes « Est-ce que vous avez déjà dû renoncer à certaines de vos aspirations pour cause d'un manque de confiance en vous ?» il y a beaucoup plus de jeunes qui, effectivement, affichent le fait que le manque de confiance en eux les pousse parfois à renoncer à certaines de leurs aspirations. Alors, on avait... en tout, sur les quatre objets sur lesquels on les avait interrogés, il y a 81% des jeunes qui, au moins de temps en temps, ou même certains souvent, ont renoncé à une de ces choses-là. Alors la première chose qui est le plus mise en avant par les jeunes, c'est la prise de parole en public, qui est vraiment un symptôme du manque de confiance. Et en consultant d'autres études qui ont été menées, on a pu voir aussi que effectivement, c'était aussi vu comme un frein à la fois dans le parcours scolaire, universitaire, mais aussi dans le parcours professionnel, le fait de ne pas être à l'aise à prendre la parole, et notamment dans le contexte professionnel, beaucoup l'identifient a posteriori comme un frein. Et puis, il y a la question de l'orientation, bien sûr, qui est... dont on va parler pas mal aujourd'hui, mais qui est effectivement symptomatique de ce manque de confiance, puisque 43% des jeunes reconnaissent avoir renoncé au moins à s'orienter vers une filière ou une formation par manque de confiance en eux. Et chez certains jeunes, en particulier les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Et on voit que d'autres aspirations, comme certaines activités sportives ou de loisirs, ou postuler à certains emplois, peuvent être aussi des objets sur lesquels les jeunes renoncent pour manque de confiance en eux. Autre aspect intéressant qu'on cherche à mettre en valeur dans ce baromètre, c'est finalement quelles sont les figures de soutien pour les jeunes. Alors ça intéressera peut-être d'autant plus les coachs ici présents, pour savoir si effectivement ils sont identifiés eux-mêmes comme des figures de soutien. Alors il n'y a pas vraiment de surprise, c'est-à-dire que la première figure de soutien identifiée par les jeunes, et de loin, ça reste les parents, puisque effectivement 85% des jeunes estiment pouvoir compter sur leurs parents pour les aider à construire leur avenir, et on a un taux assez élevé de tout à fait. Alors là encore, il y a des différences, et là encore, par exemple, on sait que les jeunes qui résident dans les quartiers prioritaires, là encore, considèrent qu'ils peuvent moins compter sur leurs parents. C'était intéressant de comparer avec les chiffres qu'on obtient pour d'autres adultes qui sont plutôt des professionnels, effectivement,
l'éducation, de l'orientation. Et là, on voit qu'ils sont plus en retrait dans l'identification par les jeunes des figures de soutien. C'est le cas pour les enseignants, qui sont un peu plus en retrait. C'est encore plus le cas pour d'autres éducateurs, tels que les animateurs sportifs ou culturels ou des mentors. Alors, on n'avait pas mis le mot coach dans l'étude, mais voilà, ça donne un petit aperçu. Sachant que c'est intéressant de voir que, par exemple, dans les quartiers prioritaires où les jeunes disent moins pouvoir compter sur leurs parents, eh ben, ils disent beaucoup plus pouvoir compter sur d'autres éducateurs. Pour poursuivre un peu sur ce terrain à qui les jeunes s'adressent en cas de difficulté, là encore, voilà, on voit qu'un jeune sur deux à peu près se tourne vers leurs parents, et les parents, ce n'est pas un ensemble homogène, puisque effectivement, la mère est la figure de soutien privilégiée, que ce soit pour les difficultés scolaires ou professionnelles, mais aussi pour les difficultés personnelles. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que pour les difficultés personnelles, on avait listé un certain nombre de figures, et le père est rétrogradé derrière les proches. Donc, si la mère reste la première figure de soutien, le père est perçu un peu moins comme une figure de soutien lorsqu'il s'agit de difficultés personnelles, de baisse de morale, etc. Donc voilà, peut-être un petit travail à faire du côté des pères. En ce qui concerne l'école, effectivement, c'est un élément important, puisque nous, on est effectivement un groupe de réflexion sur les questions d'éducation, et dans le domaine de l'éducation, l'école prend une place disproportionnée souvent, peut-être un peu trop. Est-ce que les jeunes ont confiance en l'école ? Alors, on n'a pas voulu mesurer une confiance globale, mais plutôt sur certains objets en particulier. J'en fais apparaître celui pour lequel ils ont le plus confiance, c'est la transmission des savoirs de base à tous. Aujourd'hui, il y a 2 tiers des jeunes qui font confiance à l'école sur ce sujet-là. À savoir que c'est quand même le niveau le plus bas depuis 2015, cette année. Donc peut-être effectivement un peu de retrait. Et puis, il y a des objets sur lesquels l'école est perçue avec une confiance plus modérée. Et c'est le cas notamment, effectivement, pour aider les jeunes à avoir confiance en eux, puisqu'il y a moins d'un jeune sur 2 qui estime que l'école les aide à avoir confiance en eux, et c'est encore moins élevé chez les filles. Alors, comme là, c'est un tableau un peu pessimiste, j'ai mis quand même un chiffre un peu optimiste. Voilà, depuis le début de notre baromètre, la confiance des jeunes dans le système scolaire pour favoriser l'épanouissement personnel a bien progressé, puisqu'on y a 10 points de plus, ce qui peut-être effectivement symbolise le fait que l'école évolue vers quelque chose de peut-être un peu plus humain et un peu plus tourné vers les aspirations de la jeunesse. Quelque chose que je voulais souligner qui est assez important, c'est que effectivement l'école ne parvient pas seul à inspirer cette confiance, et on a pu le mesurer par le fait qu'il y a une grosse différence de confiance dans l'école entre les jeunes qui affirment pouvoir être aidés ou avoir pu être aidés par leurs parents, et ceux qui affirment ne pas pouvoir être aidés par leurs parents. Finalement, ceux qui ne sont pas aidés par leurs parents ont un vrai déficit de confiance dans l'école, ce qui prouve que effectivement la promesse républicaine de dire l'école va porter tous les jeunes n'est pas encore tout à fait respectée. Et moi, j'irai un peu plus loin dans l'analyse, et je pense que les jeunes en veulent à l'école lorsque effectivement l'école met en difficulté leur famille, et on le sent sur pas mal de réponses. Alors j'ai mis celle-là, mais effectivement, ce n'est pas la seule. Justement, creusons un peu cette histoire de famille. Ça reste un lieu de relation très valorisé par les jeunes. J'ai mis quelques chiffres ici, mais il y en a plein d'autres dans notre dernière publication, effectivement, où il y avait un focus sur ces questions de famille. J'en ai apporté quelques exemplaires, d'ailleurs, j'en ai pas énormément, donc vous ne pourrez pas tous en avoir, mais n'hésitez pas quand même à les prendre. Effectivement, les jeunes considèrent assez massivement que la famille reste une valeur très importante, et
ils identifient en majorité, en large majorité, des aspects positifs dans la relation avec leurs parents. Cet aspect positif, il passe aussi par le fait de participer par exemple, à l'éducation des plus jeunes. Et donc, on a pu remarquer que de nombreux jeunes aident aussi leurs frères et sœurs à faire leurs devoirs et s'impliquent dans la vie de famille. Quelques résultats quand même un peu peut-être qui n'étaient pas forcément intuitifs. C'est qu'on a demandé aux jeunes qu'est-ce que leur famille les aidait à développer comme compétences ou comme faculté. Et moi, j'ai été assez surpris de voir qu'effectivement, il y avait finalement, on retrouvait beaucoup de compétences qui étaient des compétences individuelles plutôt que des compétences de vie collective, quoi. Et c'est par exemple une capacité comme l'autonomie est citée vraiment en premier comme la compétence que la famille les a aidés à développer, beaucoup moins que par exemple le sens de la communication ou le travail en équipe ou les choses comme ça. Donc ça, c'était une surprise un peu de ce dernier baromètre. C'est un peu plus détaillé effectivement dans la publication. Et puis quelque chose qui est intéressant, c'est à quel point les contraintes familiales qui pèsent sur les jeunes peuvent affecter les relations avec leur famille. On leur a demandé effectivement s'ils avaient l'impression d'avoir un certain nombre de contraintes familiales. Je vous montrerai juste après lesquelles. Ceux qui ont des fortes contraintes familiales sont 10 fois plus enclins à reconnaître qu'ils ont une relation toxique avec leurs parents. Et justement, sur cette question des contraintes familiales, il y a des grandes différences entre les jeunes. Donc, parmi les contraintes familiales sur lesquelles on les a interrogés, c'est par exemple le fait de devoir contribuer aux revenus de la famille, devoir s'occuper de leurs parents dépendants, avoir dû renoncer à des opportunités de formation, par exemple, à cause de responsabilités familiales ou d'avoir subi des pressions sur leur orientation ou leur choix de carrière. Et là, je montre ici un exemple, mais il y a des vraies différences entre les catégories de jeunes. Et par exemple, les jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville reconnaissent, en tout cas déclarent beaucoup plus avoir des contraintes familiales, effectivement. Et donc, finalement, aussi de vivre une jeunesse peut-être un peu moins... comment on pourrait dire, un peu insouciante, effectivement, c'était le terme que je cherchais. Voilà. Je sais qu'on va revenir sur certains autres aspects après, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là pour laisser la parole aussi aux autres intervenants et laisser la table ronde se dérouler. Merci beaucoup, Stéphane. Isabelle, vous présidez le collectif Orientation. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce collectif Orientation ? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de comment se déroule l'orientation, quelles sont ses forces et ses faiblesses en France ? Déjà, bonjour à tous et à toutes, et merci pour cette invitation. Alors déjà, le collectif Orientation, c'est un rassemblement aujourd'hui de 23 structures, donc associations, entreprises, fondations, sous une association qui s'appelle le collectif Orientation, qui est né il y a 3 ans de 8 structures fondatrices qui sont mises autour de la table à un moment donné, qu'on fait le constat il y a 3-4 ans sur la base de, malheureusement, aussi des éléments que je vais vous donner aujourd'hui, parce que ça peut avancer, et qui se sont dit finalement... On sera peut-être meilleur à plusieurs. D'ailleurs, vous le prouvez aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a fait aussi en se disant, vu le constat, de toute façon, on peut que mieux faire à plusieurs. Et donc, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu tout à l'heure ce qu'on fait ensemble. Alors, le constat, malheureusement, vous le savez, c'est pas bien joyeux ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de choses forcément très positives. Alors, quand je dis ça, nous, on agit en matière d'orientation. Vous aussi, alors on va se le dire, vous faites des choses, nous, on fait des choses
Qu'est-ce qui fait que on a des constats qui sont toujours aussi pessimistes? Peut-être aussi simplement le fait qu'on a des flux très importants. Hein. 5 à 6 millions de jeunes collégiens et lycéens à la rentrée 2024, donc gros flux de jeunes. Ce qui fait qu'on ne peut pas, à nous tout seuls, et même avec toute notre force et notre bonne volonté, résoudre tout cela. D'autant que c'est complexe. Et j'y reviendrai. Bon, alors, si on prend le constat d'un point de vue jeune, alors on a régulièrement, tous les ans, à peu près 3-4 études qui nous rappellent joyeusement la situation. On sait qu'à peu près 61% des jeunes disent s'être orientés par défaut. 2 sur 3 disent qu'ils ont mal été accompagnés. On revient sur les familles. Généralement, ça tourne autour de 80% qui disent mon premier interlocuteur, c'est la famille. On a vu là, ça descend au niveau des professeurs principaux. On sait que c'est une source d'inégalité territoriale, de genre, etc. Ça, on le sait. Côté famille, ça ne va pas vous étonner non plus. Hyper stressé, ils le disent tous, à plus de 90%. Alors évidemment, ça s'accentue plus on arrive du côté de Parcoursup, forcément. Du côté cadre éducatif, vous le savez, la ministre a fait des déclarations la semaine dernière sur donc des plages dédiées sur un certain nombre de choses. Effectivement, jusqu'à présent, il y avait des heures dédiées dans l'éducation nationale, heures dédiées qui étaient très peu mises en place dans les établissements en vrai, pour 2 raisons principales. 1, une question de programmation dans les programmes. 2, une question de moyens et qui on met devant les jeunes face à ces, normalement, 54 heures prévues initialement au lycée général par niveau. Bon, là, on a 4 demi-journées. Ce qu'il y a dedans, on attend de voir. Il n'y a pas de décret qui passera, mais une note au recteur de rentrée, donc de la découverte du monde professionnel. On nous annonce la nécessité d'un processus, là aussi on y reviendra, du collège au lycée. Donc voilà, pour l'instant il y a des intentions. On va le noter, mais avec des moyens qui sont, évidemment, c'est pas un scoop, réduits. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. Et puis, des annonces aussi sur la formation des enseignants. Côté offre, alors là aussi, ça ne va pas vous étonner, pléthorique, on nous le dit tout le temps. Il y a beaucoup, alors 9500 acteurs, privés, publics, dans l'orientation. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que plus personne n'y comprend rien parce qu'il y a trop de choses. En même temps, moi, je vois le côté vert plein, c'est riche. Mais il faut donner de la visibilité, il faut arrêter d'opposer. Moi, ce que j'entends depuis, ça fait un moment que je suis dans le truc, j'entends souvent des oppositions privées, publiques, collectives, individuelles, flûte, parce que de toute façon, le sujet est suffisamment complexe. Et moi, au bout de toutes ces années, je suis arrivée à la conclusion, j'ai mis un certain temps, mais bon, il fallait au moins ça, pour me dire que c'était éminemment complexe. C'est éminemment complexe, pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux facteurs qui interviennent. Énormément de facteurs, énormément d'acteurs aussi autour de la table qui interviennent. Et du coup, fatalement, ce qui fait qu'une structure, un individu ne peut pas avoir la réponse unique. Ce n'est pas possible. C'est en jouant au collectif, d'ailleurs on est là ce matin pour le voir, qu'on y arrivera. Et puis ce que je constate aussi, c'est que concernant l'offre, on parle beaucoup d'orientation, mais on n'y met pas tous la même chose. Et je dis souvent, là on est, je ne sais pas combien on est, mais si on demande c'est quoi une orientation réussie, qu'est-ce qu'on met dans la recette et comment on fait la recette, je suis sûre qu'on ne fait pas la même recette et on n'y met pas les mêmes ingrédients. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que des professionnels qui parlent de l'orientation, j'entends beaucoup de découvertes du monde professionnel, c'est un sujet de connaissance des métiers. OK. C'est un sujet de connaissance des filières. Oui. C'est un sujet de connaissance de soi. Oui. Mais il y a plein d'autres choses en vérité. Et souvent, on réduit à certaines choses suivant le profil des acteurs et suivant ce qui les intéresse. Et on met orientation sous cette bannière-là, puis c'est fait. Alors on fait découvrir des métiers, ailleurs on a coché la case orientation, basta, on n'en parle plus, terminado. Oui, mais non. Si c'était si simple que ça serait. S'il y avait un outil unique pour régler le bazar, il y a longtemps, il me semble qu'on l'aurait inventé. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Et ce n'est pas qu'une question d'outillage, vous en êtes la preuve. Il y a de l'humain.
J'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, d'ailleurs depuis que j'ai commencé. Néanmoins, regardez, on a eu récemment le rapport du Défenseur des droits. Je ne sais pas si vous avez vu, le Défenseur des droits a sorti un rapport sur l'orientation en mai. En mars, on a eu la Cour des comptes qui a consacré une partie de son étude sur la jeunesse, sur l'orientation. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, il y a 2 parlementaires qui font une étude flash. C'est très à la mode, les études flash, sur l'orientation aussi. Donc, on va encore avoir des chiffres, etc. Donc, on me dit, oui, Madame Andrieux, c'est un sujet d'actualité. Oui, j'ai envie de dire que, heureusement, quand même, parce que c'est nous jeunes, que ce soit un sujet d'actualité, j'en suis ravie. Maintenant, si c'est pour, effectivement, nous donner des éléments, mais pas qu'on travaille ensemble sur des solutions, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà un petit peu. Et peut-être le collectif, si j'ai encore 2 minutes, mais j'y reviendrai. Sur le collectif, on essaye justement de faire en sorte de donner plus de lisibilité à l'orientation par rapport aux sites recettes et contenus. Et donc, vous, mais j'en reviendrai dans le détail, vous êtes bien sûr les bienvenus au sein de ce collectif. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. On reviendra juste après sur comment on fait pour améliorer tout ça, parce qu'il y a quand même quelques pistes d'action, heureusement. Mais je vais d'abord redonner la parole à Stéphane. Donc, Vers le haut s'est intéressé à la question du rapport au travail des jeunes. On dit souvent que les jeunes ont moins envie de se tuer à la tâche que les générations précédentes, qui prennent plus de recul par rapport au travail, qui sont aussi plus frivoles, on pourrait dire, qui ne rêvent pas forcément d'un CDI, mais qui ont plutôt envie de butiner d'une entreprise à l'autre ou d'un contrat à l'autre pour multiplier les expériences. Évidemment, ça joue aussi dans les choix d'orientation. Est-ce que ça se vérifie dans les enquêtes que vous avez pu faire ? Alors, nous, c'est vrai qu'on a enquêté plutôt sur des aspects un peu plus global du rapport au travail, mais c'est ce que vous dites là, ça rejoint. Il y a eu pas mal d'études qui sont sorties récemment, notamment il y en a une de l'Institut Montaigne assez récemment, et il y a eu des aspects effectivement qui ressortaient comme dans la motivation par rapport au choix de métier, etc. Il y a des choses comme éviter les situations trop stressantes, par exemple, qui est ressorti comme une motivation qui gagne chez les jeunes, ou effectivement les aspects relatifs à la flexibilité, à la compatibilité avec la conciliation entre la vie professionnelle et les autres aspects de la vie, que ce soit la vie familiale ou tout ça est assez bien ressorti. Nous, effectivement, chaque année, dans le cadre de notre baromètre, on les interroge effectivement sur certains aspects. J'ai noté quelques chiffres qui dénotent en tout cas certaines évolutions. Alors déjà, non, je ne vais pas les afficher parce que je ne veux pas tout monopoliser le rétroprojecteur, toute la table ronde. Non, mais déjà, par rapport au constat un peu négatif sur les questions d'orientation qui étaient mentionnées précédemment, et c'est vrai, hein, il y a encore des études qui montraient que beaucoup regrettent effectivement leur choix passé d'orientation, etc. Il y a quand même un petit aspect positif, c'est que nous, dans notre baromètre, finalement, les jeunes de notre panel disent à 77% que leur formation ou leur métier actuel correspond quand même bien à leur aspiration professionnelle. Donc finalement, une fois qu'ils se trouvent quelque part, finalement, ils ne s'y trouvent pas si mal que ça. Donc c'est quand même un aspect positif. Et nous, il y a quelque chose de très très marquant qu'on a constaté. C'est qu'en fait, chaque année, on pose une question qui est est-ce que vous estimez que les entreprises font confiance à la jeunesse ? Et en 2015, on partait de très très bas, puisqu'on avait 20% des jeunes qui disaient qu'ils trouvaient que les entreprises faisaient confiance à la jeunesse. Et c'est une des tendances les plus marquantes de notre baromètre sur les 10 ans, c'est que cet indicateur, il a gagné 23 points en 10 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout du chemin, parce que ça reste quand même moins d'un jeune sur deux qui considère que les entreprises font confiance à la jeunesse.
Mais c'est quand même une progression assez marquante. Et je pense que c'est une progression qui aussi marque le fait d'une certaine réconciliation progressive quand même des jeunes avec le monde du travail. Et aussi un autre point intéressant, c'est qu'on a encore 2/3 des jeunes qui pensent que finalement pour assurer sa réussite professionnelle, il faut réussir absolument sa scolarité. Donc ça reste élevé, mais c'est là encore 16 points de moins qu'en 2015. Donc en fait, nous, ce qu'on constate sur les différentes études qu'on a menées, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus une prise de conscience que finalement, quand on est à l'école encore ou quand on est en études, on se fait toute une montagne de ce monde professionnel qui va arriver, auquel on est destiné. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les jeunes qui ont déjà une expérience professionnelle ou les jeunes qui ont déjà une expérience en fait où ils ont pu mesurer leur utilité utilité sociale, qui ont déjà travaillé sur des projets, qui ont déjà eu des expériences d'engagement, on va y revenir, je pense, après, se font beaucoup moins une montagne de tout ça, ont beaucoup plus confiance en eux. Et je pense qu'il y a aussi côté monde du travail, puisqu'effectivement on travaille aussi avec des études avec le monde de l'entreprise, il y a aussi de plus en plus la prise de conscience que eux-mêmes ont un rôle éducatif à jouer, que tout ne va pas se passer à l'école et que finalement la familiarisation avec le monde professionnel, la découverte de son utilité, elle peut se faire aussi au sein des entreprises, au sein des associations. En tout cas, des expériences comme les stages ou les expériences de service civique, etc., sont des expériences hyper formatrices et parfois beaucoup plus formatrices que l'expérience académique, scolaire ou universitaire. Et que certaines compétences clés, comme on parlait de confiance en soi tout à l'heure, c'est des compétences qu'on peut développer effectivement tout simplement en étant confronté véritablement à ce que ça veut dire que de travailler et pas seulement à se l'imaginer assis dans une classe. Donc voilà, et effectivement, moi j'ai l'impression quand même des aspects positifs sur la perception par les jeunes du monde du travail et aussi probablement la responsabilité du monde du travail à mieux intégrer les jeunes et à continuer à les faire progresser, à les faire grandir une fois qu'ils ont fini leurs études et qu'ils passent ce cap-là. Donc, vive les stages de seconde qui démarrent aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer mes 3 petits stagiaires de seconde qui démarrent un stage chez Care News aujourd'hui et qui sont présents parmi nous au 2e rang. Isabelle, vous nous avez fait un état des lieux de l'orientation en France, pas forcément très positif. Enfin, en tout cas, il y a des voies d'amélioration. Qu'est-ce que ces voies d'amélioration, d'après vous ? Alors, déjà, moi, je vais essayer d'aborder les choses d'un point de vue, parce que en tant que collectif, mais surtout, on l'a dit, j'ai créé il y a 12 ans l'association Crée ton avenir. Donc, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires. Donc, les précos vont concerner l'approche dans le système éducatif. Mais je ferai aussi le lien peut-être aussi avec vous, vous me direz. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, enfin, c'est les constats qu'on a, les études qu'on a, qu'en France, on ne considère pas le jeune comme, alors, pas comme un adulte, mais comme une personne pensante. Et, là encore, c'est... alors que quand on regarde, par exemple, dans d'autres pays, alors, qu'on cite souvent en matière d'éducation, et notamment les pays du Nord, Finlande, Danemark, là, la place du jeune dans la société, la parole du jeune a un tout autre poids que chez nous. Chez nous, on considère qu'il est trop petit, il n'est pas assez mature, enfin, il est tout sauf bien cuit, quoi, il est tartare. Et donc, du coup, faut que tout le monde fasse à sa place, forcément, parce qu'il est tartare. Et la question de... Alors, je sais que vous, en tant que coach, vous ne le faites pas, mais le système éducatif le fait comme ça. Les familles aussi, parfois. On fait à sa place.
On ne fait pas parce qu'il vaut mieux faire à sa place. Et je dis souvent aux parents, ne soyez pas le faisant avec un T. Laissez-le faire. Voilà, moi, je suis maman, j'ai 3 garçons, donc je vois ce que c'est. Donc voilà. Donc moi, je pense que là, déjà, il y a un vrai sujet culturel de considérer le jeune comme un pensant, comme une personne qui peut s'émanciper et qui doit s'émanciper. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a une question de posture. Il y a une question aussi de considérer l'orientation, et ça vient un peu avec ce que je disais tout à l'heure. L'éducation nationale a produit, vous avez le parcours Avenir dans les établissements qui est censé accompagner le jeune du collège au lycée. On parle dans toutes les études et encore dans les déclarations de la ministre d'un vrai parcours du collège au lycée. Et en vérité, on parle de parcours, mais là encore, on n'explicite pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est un processus pédagogique. Pour moi, il n'y a pas d'orientation sans pédagogie, clairement. Et donc, de ce fait, parce qu'il faut expliquer aux jeunes, il faut qu'ils comprennent, justement pour le rendre, déjà partir du principe qu'il peut comprendre, et lui expliquer. Et ça, ce processus pédagogique, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'actions qui sont proposées dans les établissements scolaires, sur la découverte, il y a plein de choses qui sont faites, y compris par les enseignants. Mais c'est un patchwork, quoi. Moi, comme je dis souvent, c'est parce que vous mettez des notes les unes à côté des autres que ça fait une chanson. Et c'est bien le problème. Et les établissements scolaires, ils sont consommateurs. Donc, ils font des actions ponctuelles. Alors, je fais une visite avec les 4e B. Super, j'ai coché la case orientation. 4e B, super content, perdu une demi-journée, perdu. Pour eux, pas de classe. Visite de l'entreprise. Bon, super, on a découvert des trucs. On les prend après, alors, finalement, vous avez posé des questions. Vous avez compris ce qu'ils vous ont dit? Pas toujours. Voilà. Donc, vous voyez, des choses qui sont mises comme ça. Genre, on a coché la case, mais il n'y a pas de processus. On parle de processus, mais on ne le met pas en place. Et continue du collège au lycée. Pas un début de truc en 4e ou en 5e, puis rien. Puis alors on repart en seconde. Ça n'a jamais fonctionné. Et c'est ce que je dis souvent à l'Éducation nationale. Je ne crois pas que vous ayez appris à faire des maths en une année. Moi non, en tout cas. Donc, si on considère l'orientation comme un enseignement, ça doit être continu et ça évitera les décrochages, puisqu'un décrochage, ça n'est ni plus ni moins qu'un moment où ça se rompt. Donc, ça doit être continuel. Une chose importante, on a parlé des entreprises. On se focalise beaucoup sur les métiers. On parle beaucoup des métiers. Métiers en 5e, découverte des métiers en 5e, pareil. Hein, on a mis ça dans la loi, tac, on a coché une case. Mais en réalité, est-ce qu'on doit parler des métiers en 5e? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt des fonctions? On n'explique pas dans l'entreprise qu'il y a un jeune, il va plutôt se positionner en disant moi, dans l'entreprise, j'aimerais bien gérer l'argent. Bon, OK. Gérer les clients. Produire quelque chose, créer quelque chose. Il va plus se prononcer là-dessus que de dire je vais être contrôleur de gestion. Ça n'a pas de sens. Voyez. Ou alors il va dire, et ça vous avez l'habitude de l'entendre, moi je ne veux pas travailler derrière un bureau. Ça c'est une situation géographique. Moi je leur dis mais voilà. Donc il va parler d'environnement de travail. Il va parler aussi de dynamique relationnelle. Je veux travailler en équipe. Et en fait ça amène à des réflexions sur l'orientation durable aussi. Parce que ces jeunes, ils intègrent l'écologie aussi dans leur dynamique et dans leur pensée. Et donc, ça, il faut aujourd'hui, des pistes, c'est de réfléchir à ce que serait l'orientation durable et comment on en parle aux jeunes. Donc ça, c'est encore une autre piste. Et puis, les compétences. Alors, on confond aussi souvent connaissances, compétences en matière d'orientation. Bon, il y a besoin des deux, en vrai. Et il y a besoin, et ça c'est un combat qu'on est en train d'initier, vous allez me dire on l'initie, ouais. Un combat qu'on essaye de mener avec l'Éducation nationale pour intégrer dans les conseils de classe les compétences au moment de l'affectation. Et qu'on ne parle pas uniquement de notes pour définir l'individu, mais qu'on parle aussi des compétences de cet individu. Je dis initier parce que vous voyez bien le chantier que c'est. Mais c'est important
parce que on voit bien, hein, à un moment donné, s'interroger sur la posture du jeune et l'individu, c'est aussi dire qu'il n'est pas que défini par ses notes. Donc, même si l'éducation nationale vous dira, nous, on gère des flux, on en revient là, donc on affecte. Moi, au départ, sans doute comme vous, je disais, non mais c'est bon, quoi. J'ai même entendu des gens de l'académie qui m'ont dit, Mme Andrieux, on n'est pas là pour les faire rêver, on est là pour les affecter. Au début, ça m'a hérissé le poil. Et il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, arrête d'être buté, arrête de les voir comme des méchants pas beaux. Essaye de comprendre. Effectivement, ils ont des flux à gérer. Effectivement, ils sont scorés sur ces flux. Effectivement, quand ils ne mettent pas un jeune dans un établissement au lycée après sa 3e, il y a les parents qui leur tombent dessus, il y a le recteur qui leur tombe dessus pour les services de la DRAIO. Donc, je peux comprendre. La vraie question, moi, que je leur ai posée, c'est est-ce qu'on peut à la fois gérer ces flux, mais que les jeunes connaissent ce qu'il y a à leur disposition, les opportunités, les possibilités ou les non-possibilités pour pouvoir choisir en conséquence. Ce qui est complètement différent comme posture. Voilà. Donc, il y a des pistes. Et la dernière, c'est je développerai dans le 3e point, c'est de faire collectif. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bon là. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se parle tous, qu'on fasse chacun un pas de côté. C'est ce que j'essaye de dire aussi à l'Éducation nationale en tant que présidente du collectif. Les gars, il faut faire un pas de côté parce que vous ne pourrez pas tout faire. D'abord, en ce moment, vous n'en avez pas les moyens, donc c'est clair. Vous ne pourrez pas tout faire, donc il faut s'appuyer sur aussi toutes les forces et les bonnes volontés pour ouvrir l'école, comme ça l'est dans d'autres pays, où il y a une communauté qui forme la communauté éducative et qui va bien au-delà des enseignants et qui comprend les parents, mais aussi d'autres acteurs qui peuvent apporter à l'école. Merci. Alors, vous avez parlé d'envisager le jeune comme un pensant. Vous avez parlé d'orientation durable aussi. Je pense que ça s'inscrit dans la lignée de ce que vous faites, ou ce que vous avez fait à Ticket for Change, Mathieu, puisque donc, vous avez cofondé cette association à l'époque où vous étiez un peu plus jeune, on va dire, même si on est jeune à tout âge, mais c'est une association qui, au départ, s'adressait aux jeunes pour les aider, les accompagner à s'engager, notamment de manière professionnelle, pour un monde plus juste et plus durable. Aujourd'hui, l'association a un peu élargi son public, puisqu'elle s'adresse aussi bien à des jeunes qu'à des plus âgés. Elle s'est beaucoup développée aussi, mais elle continue la mission qu'elle s'était fixée. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous raconter un peu comment elle accompagne notamment les jeunes à trouver leur place dans ce monde quelque peu chaotique? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, au début de Ticket for Change, moi j'avais 23-24 ans. Je me souviens que j'avais été marqué par un article. C'était même un article peut-être une année ou deux avant. C'était en 2012. Une tribune dans Libération. Jeunes de France, votre salut est ailleurs, barrez-vous. Et donc, moi, j'avais eu la chance de voyager à ce moment-là. J'interagissais avec des entrepreneurs sociaux dans différents pays. Et à ce moment-là, j'avais participé à un événement en Inde qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en hindi. C'est inspiré de Gandhi. Deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Et puis, essaie de comprendre les besoins de ton pays pour essayer d'apporter ta pierre à l'édifice. Et j'avais été bouleversé par cette expérience en Inde. 15 jours en train autour de l'Inde avec 450 jeunes à la rencontre de pionnières qui essaient de trouver des solutions durables à des énormes défis de société, éducation, santé, droits des femmes, respect de l'environnement, mais qui touchent des millions de personnes et qui racontent comment ils ont démarré de rien et qu'ils ont un impact à grande échelle. Et le but, c'est d'aider des jeunes à se dire qu'est-ce que je peux faire, moi, étant donné que maintenant, je sais que c'est possible. Et mon idée, à ce moment-là, ça a été d'essayer d'adapter ça en France. Avec une équipe de cofondateurs qui étaient des jeunes, on a démarré cette aventure en 2013, en 2014. Beaucoup aidé par des personnes plus âgées, j'y reviendrai peut-être éventuellement, mais l'intergénérationnel a été absolument fondamental. Et c'est comme ça que Ticket for Change est né.
qu'on pourrait présenter comme une école et un mouvement pour des personnes qui veulent contribuer aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Concrètement, ce qui est fait dans les programmes pédagogiques, c'est aider les personnes à trouver leur talent. Donc on ne serait même pas forcément sur une approche sur les compétences ou les connaissances, mais les talents, qui est le croisement entre ce qui nous donne de l'énergie et ce qui a une valeur pour les autres, là où on apporte quelque chose au monde. Et donc cet endroit des talents, aussi l'école ou le système éducatif ne nous a pas forcément aidé à les trouver. Et donc on aide à les révéler, en prendre conscience, parce qu'on les a enfouis en nous, mais les aider à les révéler, les activer. Vous travaillez avec des coachs dessus ? Oui, absolument. Il y a différents outils pédagogiques, notamment le fait de travailler avec des coachs est central, évidemment. Trouver ses talents, les mettre au service des enjeux qui nous touchent, de par son parcours, qu'est-ce qui, moi, m'a touché, à quoi j'ai été confronté, et est-ce que c'est des enjeux plus sociaux, plus environnementaux, et puis essayer d'en faire son travail. On travaille en moyenne 80 000 heures dans nos vies, et si on faisait de ce levier du travail quelque chose de positif dans le monde. Et donc, chez Ticket for Change, je dirais l'orientation est vue comme un levier pour aider les gens à trouver ce pourquoi ils sont profondément faits et essayer d'améliorer le monde. On a commencé par les jeunes, comme vous l'aviez dit, puis on a élargi parce que des personnes plus âgées nous disaient « et nous, on a aussi des talents et on veut contribuer ». Et puis, des programmes refocalisent sur les jeunes aussi aujourd'hui. Moi, j'ai passé la main il y a 2 ans, mais je suis toujours bien investi dans l'association. Il y a 155 000 personnes qui ont utilisé nos différents outils pédagogiques et qui ont participé à nos différents programmes, et 23 000 qui sont des jeunes. Quand je parle de ces outils, c'est le programme phare, c'est le parcours entrepreneur. C'est 6 mois pour 50 personnes par an, tous âges du coup, qui ont un début d'idée pour changer le monde, entre guillemets, et qui ne savent pas comment démarrer. Donc là, ça commence demain, le parcours de cette année. Il y a un MOOC, un cours en ligne gratuit accessible à tous, qui a été construit avec HEC, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». Puis il y a une autre version qui est en anglais. Il y a plus de 80 000 personnes qui ont suivi ces outils pédagogiques. Pareil, trouver ses talents, les mettre au service des besoins du monde et développer son projet. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde », qui partage beaucoup d'outils pédagogiques, notamment autour de l'outil de l'ikigai, mais de manière très concrète. Quels sont... Voilà, je pense que vous connaissez par cœur, mais j'ai essayé de partager les outils, notamment comment ça peut être utile aux besoins du monde. Et puis, depuis peu, il y a un nouveau programme qui a été développé qui s'appelle le Ticket Camp et qui focalise justement pour les jeunes. La première édition a eu lieu, donc pour 25 jeunes. Et focalisé, il y a 2 éditions à venir, focalisées sur les jeunes de quartiers prioritaires de la ville et jeunes issus de la ruralité. De tous ces programmes, il y a eu pas mal de success stories, notamment de jeunes. On voit que beaucoup de projets vertueux sont issus de personnes de moins de 30 ans. La plus connue, c'est le projet Yuka, YUKA, donc c'est plusieurs cofondateurs à l'origine. C'est 65 millions d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent cette application pour savoir ce qu'on consomme quand on achète des produits agroalimentaires ou cosmétiques. Donc ce qui a une influence énorme sur l'industrie. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Vendredi, Meet My Mama, We Dress Fair, La Vie est Belle, etc. À chaque fois, on voit aussi comment ça peut être vertueux, ces jeunes qui s'engagent. Et donc, voilà, il y a, comme je le disais aujourd'hui, une vraie volonté aussi de remettre à disposition des programmes spécifiquement pour les jeunes. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, Stéphane, Mathieu nous a expliqué comment Ticket for Change aidait les jeunes et les moins jeunes à répondre à certaines aspirations, à contribuer à un monde plus juste et plus durable. À Vers le Haut, vous avez aussi travaillé sur les questions d'engagement des jeunes. Quelles sont les grandes données qui ressortent en la matière dans vos études ? Effectivement, en fait, c'est un sujet sur lequel on a travaillé à plusieurs reprises. Déjà, c'était un focus de notre baromètre de 2022, et puis
on a réactualisé ça puisqu'on a travaillé avec la Fondation AG2R sur effectivement une réflexion autour des dispositifs facilitant l'engagement des jeunes. Alors, une donnée qu'on a réactualisée cette année, effectivement, c'est qu'il y a 91% des jeunes qui identifient une cause pour laquelle ils pourraient s'engager ou le font déjà. Donc, on peut dire que c'est une motivation assez profonde, en tout cas qu'on a un beau vivier de potentiel d'engagement dans la jeunesse, donc, qui est effectivement une très bonne nouvelle. Alors, ce qui ne veut pas dire que tous ont les mêmes envies ou tous ont les mêmes motivations. Il y a effectivement des motivations qui sont plus féminines, d'autres plus masculines. Il y en a aussi qui sont... par exemple, on a vu qu'aider les autres, c'était une motivation qui est beaucoup plus affichée par les femmes que les hommes, par exemple. Ou bien il y a la lutte contre les discriminations, qui est une motivation qui est beaucoup plus une motivation étudiante, par exemple. Les étudiants affichent beaucoup plus que les jeunes qui sont déjà en emploi. Mais en tout cas, beaucoup de raisons de s'engager. Alors, pas toujours, effectivement, dans le même but, parce que il y a aussi le fait que l'engagement, ça peut prendre plein de formes, mais nous, on le voit notamment à travers les expériences que peuvent constituer des expériences de bénévolat, un service civique, enfin, disons, un temps ponctuel consacré en tout cas à poursuivre une cause au sein d'une structure qui le fait déjà, et souvent dans un cadre collectif. L'aspect collectif est souvent mis en avant aussi par les jeunes comme un aspect important. Le fait aussi que c'est souvent une occasion pour rencontrer des gens, créer des liens et avoir des relations, etc. Et puis on voit aussi qu'il y a la reconnaissance que ce type d'expérience, c'est aussi des expériences formatrices. Parce qu'on a pratiquement 3 jeunes sur 10 qui disent moi, ma motivation principale pour vivre de telles expériences, c'est d'acquérir des compétences professionnelles et d'améliorer mon CV. Donc, alors, on pourrait se dire, bon, c'est un peu calculateur, etc., mais pas forcément, parce que ça peut aussi être faire un service civique, acquérir des compétences et ensuite prolonger ça dans le monde professionnel, c'est pas forcément négatif. Et puis aussi, c'est assez symptomatique du fait que l'engagement, ça peut être une forme d'école aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, tout un tas de compétences où Mathieu parlait de talents, effectivement, qui ne sont pas révélés dans le cadre des formations, on va dire, plus traditionnelles, on a envie de les développer, de les acquérir, effectivement, dans un autre contexte. Dans un contexte, souvent, effectivement, où il est plus facile de mesurer à quoi on sert, parce que c'est aussi une chose importante, c'est-à-dire qu'on sait que notre système éducatif, il ne met pas forcément souvent les jeunes en mesure de constater qu'ils peuvent avoir un effet, enfin que leur action peut avoir un effet concret sur le monde. Finalement, ils sont souvent dans un aspect très théorique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a pu constater, par exemple, que parfois, être passé par une voie professionnelle et avoir pu finalement expérimenter quelque chose d'un peu plus concret, c'était aussi un vecteur par exemple, de confiance en soi. Parce que tout simplement, se rendre compte qu'on peut effectivement avoir une action réelle, alors ça peut être fabriquer des objets, ça peut être rendre service à quelqu'un qui en a réellement besoin. Enfin, tous ces aspects-là sont très importants pour effectivement pouvoir ensuite se projeter professionnellement. Et d'ailleurs, dans notre baromètre de 2022, on avait demandé aux jeunes qu'est-ce que vous identifiez comme compétences liées aux expériences d'engagement. Et c'est vrai que la confiance en soi était arrivée comme la première compétence directement liée à l'expérience d'engagement identifiée par les jeunes. Donc, quelque part, voilà, il y a chez les jeunes
beaucoup de causes qu'ils ont envie de défendre et en même temps le sentiment qu'il y a dans ces démarches d'engagement des vraies expériences à vivre et des expériences qui sont autant, voire plus formatrices que des expériences de formation, d'apprentissage plus traditionnelles. Merci. Alors pour continuer sur cette thématique de l'engagement, Mathieu, vous avez écrit un livre qui est sorti il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, hein, c'est ça, en début d'année, aux éditions Erol, qui s'appelle Anti-chaos et qui vise justement à nous aider dans ce monde en plein chaos à développer notre pouvoir d'agir, à nous engager pour un monde plus durable. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre ? J'ai voulu écrire ce livre parce que je me suis retrouvé il y a 3 ans, après 10 années d'entrepreneuriat passionnante et intense, dans une forme de brouillard, dans une forme de flou, de manque d'intuition, de manque de clarté, de manque de... Enfin, c'était la première fois, évidemment, dans la vie de l'entrepreneuriat, on vit plein de moments de doute tous les jours. Mais là, il y avait quelque chose de plus profond. Et donc, je me suis retrouvé dans ce flou et j'ai eu l'envie et le besoin de me mettre en retrait. Donc, de passer la main chez Ticket for Change et d'ouvrir une période de vide, j'appelais ça un vide fertile, d'une année. Une année pour me régénérer, mieux comprendre le monde qui avait beaucoup évolué les 10 dernières années, et puis voir où j'avais envie de mettre mon énergie pour la suite. Et en me mettant en retrait, en créant ce vide, j'ai vu quelque chose. Quand on crée du vide, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que en fait, j'ai échangé avec beaucoup de personnes très différentes. Et toutes ces personnes-là me racontaient une sorte de brouillard décisionnel. Évidemment, dans des mots différents, mais à chaque fois, il y avait quelque chose de... On n'a pas les clés pour décider. Il y a quelque chose, on sent qu'on perd la main. Il y a quelque chose du futur qu'on n'arrive pas à capter. Et donc, on ne sait pas clairement ce qu'on peut faire et veut faire aujourd'hui. Et c'était à la fois des jeunes qui s'orientaient dans la vie, des salariés, des dirigeants d'entreprise qui essayaient de transformer leur entreprise par rapport aux enjeux climatiques notamment, ou même jusqu'à des conseillers de l'Élysée. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se joue en ce moment, et je ne peux pas laisser... Enfin, j'ai vu ce truc, donc je ne peux pas ne pas essayer de creuser cette question-là. Et donc, je me suis mis en quête pour... comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver du pouvoir d'agir pour dépasser le sentiment d'impuissance que l'on peut éventuellement ressentir en ce moment. C'est ça qui m'a mis sur cette quête-là. J'ai commencé à creuser dans plein de domaines, dans plein de disciplines. J'ai trouvé des choses qui moi-même m'ont aidé. J'ai partagé à un certain nombre de personnes. Je voyais que ça aidait. Et donc, c'est pour ça que j'ai ensuite décidé d'en faire un livre. Donc, ça s'appelle Anti-chaos parce que justement, c'est l'objectif de trouver des solutions à comment réagir au chaos du monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce chaos, de ce monde en bouleversement ? C'est quoi vos constats de départ ? Donc effectivement, c'est un livre qui se veut très concret. Hein. C'est pour la vie de tous les jours, dans la solution concrète activable. Mais avant ça, j'ai eu besoin de remettre en contexte. Moi-même, mieux comprendre l'époque que l'on vivait et essayer de comprendre pourquoi j'avais senti ce sentiment d'impuissance et pourquoi beaucoup de personnes semblaient le ressentir aussi. L'état des lieux que je fais, c'est on vit une époque très singulière, où on est au croisement de grandes dynamiques. Les 3 principales pour moi sont... Donc il y a 2 niveaux de lecture. Premier niveau de lecture avec ces 3 dynamiques. Et j'ai un deuxième niveau de lecture après. 1, l'immense complexité. On vit tout en même temps en ce moment. Le retour des guerres, les incertitudes économiques, l'inflation, les droits de douane, etc. L'effondrement environnemental sous toutes ses formes, les fractures sociales, l'infobésité, le tsunami informationnel que l'on a tous les jours, et l'intelligence artificielle. Et tout ça en même temps. Donc forcément, c'est extrêmement déboussolant. Un seul de ces facteurs pourrait nous déboussoler, mais on vit tout ça en même temps. La première chose. Deuxième chose, l'accélération. Le fait que tout va toujours plus vite. Et ça, c'est très bien renseigné par énormément de sociologues, Hartmut Rosa, etc. Mais tous les systèmes dans le monde font que tout va toujours plus vite. Et donc, on a de moins en moins de temps
et de moins en moins de capacité à aller en profondeur des sujets. Troisième facteur, la polarisation. On a de plus en plus de mal à se mettre d'accord collectivement sur une vision un peu nuancée des choses pour recréer aussi du vivre ensemble et du faire ensemble. Et aussi, comme vous le disiez, une vision aussi individualiste des choses. Donc la polarisation, c'est des petits groupes qui vont se resserrer sur des convictions, et puis ça va aussi être plus violent dans les échanges. Et donc, complexité énorme, moins de temps pour penser des problèmes complexes et une difficulté à faire et vivre ensemble, tout ça, ça fait qu'on peut sentir un sentiment d'impuissance important. En particulier quand on est jeune et qu'on arrive dans la vie active. Ça, pour moi, c'est une première lecture. Mais ce n'est pas la seule. Si j'essaie d'avoir aussi une lecture un peu plus historique, pour moi, on sent aussi une sorte de confusion aujourd'hui. On peut se sentir perdu parce que mon analyse, c'est qu'on est entre deux mondes. On est entre un monde qui touche à sa fin et qui, on le sait, va dans le mur. Et ce monde-là, c'est le monde dans lequel toutes et tous ici, on a été très bien formés. On est très efficace dans ce monde-là. C'est le monde de l'économique comme finalité, toujours plus vite, la centralisation, la concentration, la domination du vivant, parfois des humains. C'est issu du monde de la révolution industrielle et de ce mode de pensée. Ça nous a permis le niveau de développement qu'on connaît aujourd'hui, et en même temps, ça crée les dérèglements écologiques, l'effondrement écologique que l'on connaît, les inégalités sociales, et aussi les problèmes de santé mentale, qui explosent ces dernières années. Et donc on sait que ça nous envoie dans le mur, et pour autant, le nouveau monde il tarde à émerger. Il n'est pas encore là. Il est là à plein d'endroits, à petite échelle. Mais les systèmes ne sont pas encore... On n'a pas les outils, les systèmes, etc. Et donc on est peut-être un peu perdu entre les deux. On ne peut plus s'appuyer sur quelque chose. Beaucoup de personnes défrichent le nouveau monde, mais elles n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc on est dans ce monde, dans ce que j'appelle un changement de paradigme. C'est quasiment pour moi probablement un changement de civilisation. Et on a peut-être l'opportunité de participer à l'équivalent d'une renaissance. Donc c'est à la fois vertigineux et passionnant. Et donc on n'a pas les repères quand on est là-dedans. Mais c'est normal, c'est l'époque que l'on vit. On est en train de peut-être inventer quelque chose de fondamentalement différent, mais du coup il n'y a pas les repères. Donc c'est normal cette confusion. Et pour moi, toutes les générations sont concernées. Ce n'est pas question de les jeunes vont nous trouver les solutions durables, etc. C'est toutes les générations sont concernées. On est toutes et tous dans le même bateau à ce moment-là. Alors, justement, dans votre livre, vous faites un certain nombre de propositions pour réagir, contribuer à inventer les solutions de demain et arriver à retrouver du pouvoir d'agir dans ce monde de brutes. Est-ce que vous pouvez... Il y en a beaucoup dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes, et notamment des solutions, des propositions dont pourrait se saisir notre collectif de coachs? Oui. J'ai essayé de proposer des principes et des outils qui peuvent s'appliquer à un niveau individuel avant tout, mais aussi à un niveau collectif dans des organisations et aussi à un niveau sociétal. Mais le livre focalise principalement sur comment on peut retrouver du pouvoir d'agir pour naviguer personnellement dans ce monde-là. Je pourrais zoomer sur plein de choses, mais j'aurais envie de éventuellement quelques flashs comme ça. S'autoriser à rêver. Et même si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est dans les contextes incertains et complexes qu'il faut un rêve enthousiasmant à l'horizon. Donc ça, c'est vrai pour la société dont on rêve pour demain. Moi, je ne vois pas de rêve positif en France, en Europe. C'est quoi notre rêve, en fait, commun? Et et ça marche à un niveau individuel. Encourager les jeunes, même si le monde est ce qu'il est, encourager à rêver, à aller chercher au fond d'eux ce qu'ils ont profondément, ce qu'ils veulent faire advenir dans le monde. Le rêve, ça suffit pas. Il y a un outil qui, moi, m'a vraiment aidé que j'ai mis en place et qui m'a vraiment aidé à retrouver du pouvoir d'agir tous les jours. C'est ABZ. Z, en fait, pour passer à l'action, pour avancer chaque jour, on n'a pas besoin de plan d'action très complexe. On a besoin de 3 choses, A, B et Z.
Z, c'est le rêve, c'est la grande direction, c'est ce qui nous enthousiasme. C'est vers là où on veut aller. C'est le point final. C'est comme une étoile polaire. A, c'est où j'en suis aujourd'hui. Et B, c'est le plus petit pas concret que je peux mettre en place aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin de C, D, E, F, G tout de suite. Ils vont arriver. Ils vont arriver si je fais B. Donc c'est à la fois s'autoriser à rêver, mais être dans le mouvement, dans l'action, faire les petites choses. Et c'est en prenant le chemin que justement le chemin va se dessiner. Et ça, pour moi, ça décomplexe énormément parce que ça autorise à rêver plus grand, mais ça encourage à être beaucoup plus dans l'action, certes plus petite, mais vraiment dans le mouvement. Donc ça, pour moi, ça déclenche. Il y a aussi quelque chose autour des zones d'influence, c'est-à-dire peut-être quand on est jeune, on peut être touché par énormément de causes dans le monde, jeune ou moins jeune. Il y a un modèle autour de 3 cercles. Il y a le cercle des préoccupations, c'est ce qui nous touche dans le monde. Voilà, tous les enjeux climatiques, sociaux, toutes les injustices. Et à l'intérieur de ça, il y a ce sur quoi je peux agir. Là où je suis, avec qui je suis, là où je suis aujourd'hui. Et essayer à l'aune de ces causes-là, essayer de mettre son énergie, son attention sur la zone où je peux agir. On appelle ça la zone de contrôle, le cercle d'influence. Pardon, la zone d'influence. Pardon, le cercle de contrôle. Et si j'agis, ça va élargir ma zone d'influence. C'est-à-dire que si je me mets en mouvement, alors je vais développer une confiance en moi, des connaissances, des compétences. Je vais développer mes talents aussi. Je vais développer un réseau. Et ça va élargir mon cercle d'influence. Et ça me permettra peut-être d'embarquer les personnes avec moi sur le chemin. Et donc, par rapport aux grands enjeux du monde, resserrer. Où est-ce que je peux agir là où je suis, se mettre en mouvement, et c'est ça qui va créer du mouvement avec les autres. Et peut-être pour finir, et puis on peut creuser éventuellement après, mais je pense que aussi c'est important pour des jeunes de trouver des mentors. C'est-à-dire que évidemment, rien de grand ne se fait seul, et on a besoin de repères dans ce monde qui bouge tellement vite. Moi-même, au début de mon projet, ça a été tellement important d'avoir des gens qui soutenaient. Une rencontre qui a changé ma vie, j'avais 23 ans, j'avais ce début d'idée en tête de Ticket for Change. J'avais écrit un article dans un journal. Une personne, Arnaud de Minibus, m'avait contacté pour me dire, avec sa fondation Entreprendre et Plus, on aimerait te rencontrer pour en savoir plus sur ce projet. On s'était rencontrés, on avait échangé, etc. Et il avait conclu en disant, je crois en toi, je crois en ton projet. Et il avait à la fois soutenu le projet par des fonds, à la fois par son mentorat, et il avait dit ces mots-là. Ce qui faisait que ça changeait tout. Moi, je démarrais, j'avais rien, mais il m'avait fait pousser des ailes. Donc, je pense que quelques mots, évidemment, quand on les pense vraiment, mais je pense que ça peut permettre de décupler la confiance en soi. Rien n'était impossible après ça. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, Isabelle, pour terminer cette partie de la table ronde. Merci pour la transition. Waouh. Bon courage. Merci, Mathieu. Bien. C'est quoi concrètement les pistes de collaboration entre les associations, donc notamment le collectif Orientation, et les coachs qui interviennent sur l'orientation des jeunes dans une préoccupation évidemment d'améliorer le dispositif d'orientation? Ok. Alors, j'ai 3 heures. Ok. Je vais faire la transition puisque tu m'as envoyé le ballon, donc j'y vais. Le sujet des petits pas et de faire du concret. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le collectif, en se disant, avec 8 fondateurs au top départ, entreprises et associations, finalement, on fait un constat. Bon, il est ce qu'il est, on l'a dit tout à l'heure. Mais bon, comme on veut avancer, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et donc, on a commencé à réfléchir, comme on est très, très pragmatique, en fait, on est des gens de terrain. On s'est dit, bon, concrètement... comment on peut les rendre les choses un peu plus efficaces, sachant que chacun d'entre nous, je reviens à ma recette et mes ingrédients de l'orientation, chacun intervient sur des petits bouts.
Voilà. Donc, je dirais l'action de départ a été de se dire, les 8, posons chacun ce qu'on fait les uns et les autres et essayons de constituer cette fameuse recette commune pour aller la proposer aux établissements scolaires, etc. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on est 23 structures, je vous le disais. On s'est donné 3 missions. Alors, une raison d'être qui est de faire mieux ensemble, comme ça c'est simple. Un nom, collectif orientation, comme ça aussi c'est simple. Et aussi avec l'idée de fédérer, c'est-à-dire qu'on accueille, on accueille de nouveaux membres. Il y a plein de gens qui agissent en matière d'orientation, donc le fait de se connaître, le fait de se dire « Ah tiens, tu fais ça ». Il y a quelque chose dans l'orientation qui est assez magique, c'est qu'on y est tous passés. Donc on a tous un avis sur la question. C'est d'ailleurs pour ça que se créent des structures à peu près toutes les semaines. Parce que tout le monde a une bonne idée, mais ne regarde pas ce qui est fait à côté. Donc on s'est dit, en se mettant ensemble, en apprenant à se connaître, on va peut-être éviter de faire des doublons, des triplons, ce qu'on nous reproche souvent, et puis de voir comment ça peut collaborer. Et notamment, on a des collectifs de coachs, pareil, entre le privé, associatif, les entreprises, le public, comment on peut travailler ensemble, parce qu'il n'y a pas un format magique, il y a des formats qui contribuent. Et donc, on a essayé de faire ça. Donc, fédérer, mutualiser, premier acte. 2, étudier et agir. Donc, on a fait une première étude avec le MEDEF sur c'est quoi une immersion avec l'aide de vers le haut. Au fait, il y avait c'était au moment du stage de seconde, notamment. OK, au fait, ça sert à quoi, en fait, ces immersions? Parce qu'il y a une injonction de l'éducation nationale à dire on va faire un stage de seconde. Preuve en est. Mais en fait, pourquoi faire? À quoi ça sert? Et on a interrogé les parents, les jeunes, etc., qui nous ont tous dit c'est intéressant, mais en vrai, mettre en œuvre, c'est juste une tannerie parce que c'est difficile et compliqué. Et qu'entre l'espoir qu'on y met et le résultat, il y a un écart. Et puis là, on va travailler notamment sur les heures dédiées avec le principal syndicat des enseignants, des chefs d'établissement. Voilà, donc on a pris des sujets. En fait, tout à l'heure, je disais, l'orientation, c'est complexe. Ça amène forcément à une approche systémique, c'est-à-dire d'aller à la racine, d'aller aux causes et de prendre chacune des causes. Il y en a beaucoup. Essayer de gratouiller chacune des causes, petit pas, AB. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire en se disant quels sont les sujets qu'on a en commun et qu'on ne peut pas porter nous tout seuls. Et qu'est-ce qu'on peut porter ensemble? Et le 3e axe, c'est le plaidoyer. Alors le plaidoyer, on se calme, c'est juste de dire à l'ensemble de l'écosystème, il y a des acteurs de la société civile qui agissent. Vous êtes des acteurs de la société civile, nous sommes association des acteurs de la société civile, et très souvent dans les débats publics, voire dans la constitution de la politique publique, pas très souvent, trop souvent, on n'est pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un débat entre l'éducation nationale et les régions sur l'orientation, qui ne vous aura pas échappé, et on n'est pas dans ce débat-là. Et pourtant, nous, je pense que vous en êtes d'accord, on porte quoi? L'intérêt du jeune. C'est aussi un sujet sur l'orientation, c'est que c'est un sujet éminemment politique, et qu'on parle beaucoup de politique, et on oublie très souvent le jeune. Et pourquoi on le fait? Et c'est ce qu'on porte dans le collectif aussi. Donc déjà, pour être concret, Génération 15-25 peut venir dans le collectif et on serait heureux de vous accueillir. Voilà. Très concret. Très concret. Et la deuxième chose, je vais parler plutôt de ma crèmerie, de Crée ton avenir. Alors, Crée ton avenir, moi j'ai créé il y a 12 ans maintenant avec une question bête au départ, vous allez voir plein de questions bêtes qui se sont succédées après. Qui fait le choix? On parle de choix d'orientation, mais en vrai, qui fait le choix? Là, on reparle de la posture du jeune. Bon, on s'est rendu compte très rapidement que pas forcément le premier intéressé. Et on s'est interrogé avec mon équipe sur, mais au fait, est-ce qu'un jeune peut apprendre à faire un choix? Est-ce que apprendre à faire un choix, c'est une compétence? Alors, on a été creusé chez les scientifiques, on a été voir les tests. Alors, conclusion des courses, je vous la fais courte. Oui, ça s'apprend. On n'est pas avec. C'est une compétence psychosociale qui aujourd'hui est reconnue par l'ARS comme une compétence nécessaire. OK. La deuxième question qu'on a posée, c'est maintenant qu'on sait que ça s'apprend, est-ce qu'un jeune peut apprendre? Adolescent.
Alors, la réponse est, il vaut mieux. Pourquoi ? Parce que dans le développement du cerveau du jeune, mais ça, vous le savez, je crois parfaitement, il y a, pour prendre une décision, il y a 3 éléments, l'intuition, la raison et l'émotion. Et il ne va pas vous étonner que chez les jeunes, de par le développement du cortex frontal, préfrontal exactement, ils développent beaucoup l'émotion, un peu l'intuition, et alors un très très petit peu la raison. Et alors du coup, ce qui fait qu'au moment des choix d'orientation, on s'oriente, parce que les copains font ça, on s'oriente, voilà. Et du coup, l'apprentissage du choix est nécessaire. Alors il y a des pays, le Canada, les États-Unis et de plus en plus des pays d'Europe qui, dans les programmes pédagogiques, commencent à mettre de l'apprentissage du choix. Et les Canadiens, c'est dès le plus jeune âge. C'est en primaire qu'on fait ça. Alors on y va mollo, hein. Une pomme rouge, une pomme verte, les caractéristiques, qu'est-ce que tu choisis, explique-moi pourquoi. Après, on fait la même chose avec un animal de compagnie pour la famille. Après, on corse le truc en disant « Ok, on a pris un animal de compagnie, imagine que tu es allergique à l'animal une fois que tu l'as. Qu'est-ce que tu fais ?» Choix, bon. Et après, c'est inclus même dans les programmes scolaires où on dit « Tu as des devoirs à faire, on te propose de faire soit l'exercice de maths, l'exercice 3, page 15, il est long, mais il est facile. Ou l'autre, il est court, mais il est plus dur. Tu choisis et tu dis pourquoi. » Donc vous comprendrez bien que du coup, quand ils sont face à leur choix d'orientation, ces gamins, ils sont beaucoup plus à l'aise, forcément. Et il y a des études qui montrent que cet apprentissage du choix développe la motivation, la réussite, le sens. Parce qu'il y a une chose qui est importante pour ces nouvelles générations, c'est le sens. Pourquoi je fais les choses ? Alors nous, on se posait la question pourquoi je suis à l'école. Puis très rapidement, nos parents disaient t'es là, t'es là. Donc on arrêtait de se poser la question. Bon, là maintenant, on ouvre un peu plus et tant mieux. Alors très concrètement, chez Crée ton avenir, on travaille avec beaucoup de coachs sur 2 axes. Le premier axe, c'est qu'on organise des stages de 3e et de seconde, collectifs en entreprise depuis 12 ans maintenant, et que c'est des programmes pédagogiques dans les entreprises, animés par des coachs, 2 pour les 3e, parce qu'ils sont 16, donc il vaut moins ça pour maîtriser les pimpins, et 1 pour les 2 semaines de stage de seconde. Et l'idée, c'est des programmes où vous encadrez les jeunes, vous avez des ateliers pour les préparer au contact avec les volontaires collaborateurs de l'entreprise, pour leur expliquer d'abord c'est quoi une entreprise, avant que le collaborateur il explique ce qu'est son entreprise. Comme ça permettra de mieux comprendre quand même. Et puis, vous avez des ateliers du style c'est quoi un métier, avant qu'ils rencontrent Martine, contrôleur de gestion, et que Martine leur explique sa mission, ses compétences, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une compétence, qu'elle a fait un BTS, qui ne vont pas poser la question non plus de ce que c'est qu'un BTS. Tout ça, vous le faites avant. Et il y a des ateliers aussi pour, une fois qu'ils ont vécu cette formidable expérience du contact avec les collaborateurs, comment je leur traite dans mon orientation. Et puis, il y a aussi à les accompagner, parce qu'ils ont des petits projets à faire tout au long de la semaine ou des 2 semaines, concrets, et qui présentent à la fin de la semaine aux collaborateurs. Donc, nous, on identifie, on accueille bien volontiers tous les coachs, on fait des entretiens, on vous présente l'asso, on vous forme, on vous équipe, etc. Il y a des stages sur toute la France, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Et on a besoin de vous, parce que nous, on est 17 dans l'association. On a fait pratiquement 100 stages de 3e et de seconde cette année, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire tout. Donc voilà. Et la deuxième chose sur laquelle on a besoin de coach, c'est qu'on a créé une activité dite lucrative au sein de l'association. Question de survie, pour être court. Et là, on accompagne les familles et les jeunes et on fait des ateliers collectifs, distanciels, 1 fois par mois, avec des groupes de 3e, seconde, première et terminale, là, sur l'apprentissage du choix et les choix d'orientation de chaque année, etc. Et donc, j'explique bien aux parents, soyez-en clairs, que je ne suis pas dans l'association Crée ton avenir, une concurrence des coachs, que le travail que vous faites n'est pas ce que nous faisons. Nous, on leur apprend à choisir. D'accord ? Donc, et ça, les parents souvent me disent « Ouais, mais vous êtes des coachs. » Non. Les coachs, ils ont leur métier et c'est très bien. Et c'est en individuel souvent. Nous, on est en collectif et on est sur une pédagogie particulière. Voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. Vous vous adressez aux bonnes personnes, là, c'est bien. Je vais inviter Adjar et Marie à nous rejoindre.
Vous pouvez rester, hein, mais elles prennent leur chaise. Voilà, on s'est mis, on s'est mis d'accord. Et je vais d'abord... on se décale un petit peu. Oui, comme ça, vous pourrez prendre le micro. Merci. Je vais d'abord passer la parole à Adjar, donc Adjar Kitter. Vous êtes notamment ambassadrice d'une association qui s'appelle Révèle, dont vous allez nous parler, mais je pense qu'il y a peut-être pas mal de choses qui ont résonné chez vous là, dans ce qui a été dit, parce que vous avez fait aussi un service civique, vous avez travaillé sur la question de la confiance, etc. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, peut-être depuis la fin des études au lycée? Bonjour à toutes déjà. Merci pour vos partages. C'est rassurant de savoir que vous, vraiment, je ne sais pas quoi dire là. Je suis un peu stressée, je crois. Mon parcours, c'est un peu les montagnes russes. Donc, on est en 2020, c'est le Covid. On est confinés, je suis censée passer le bac. On nous annonce que finalement, on ne passe pas le bac. Qu'en fait, ce sera grâce à nos trimestres qu'on aura nos notes. Des fois, je me dis, c'est pas plus mal, parce que je pense, au vu de mes difficultés scolaires, je ne l'aurais pas eu. Du coup, on se retrouve avec Parcoursup. Parcoursup, c'est quelque chose. Donc, je suis refusée de pratiquement partout, donc de pratiquement tous mes vœux. Vous étiez en filière Alors, STMG. moi, j'étais en filière STMG, du coup en technologie, plus précisément en ressources humaines. Donc, je voulais vraiment m'orienter dans les ressources humaines. Les BTS m'intéressaient, les DUT aussi. Et du coup, il me restait qu'une licence en économie-gestion. Vraiment, ça ne m'intéressait pas de base. Je l'avais vraiment laissée en dernière option. Donc, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me lance? Tout le monde me parle de la fac. On me dit oui, c'est tes meilleures années, tu vas adorer. Donc, je me dis pourquoi pas, je me lance. Fac vide, cours en distanciel. En plus de ça, vu que j'étais en technologie, on m'a dit de faire une remise à niveau d'1 an. Donc, un peu flemme, mais je me dis pourquoi pas. Franchement, j'ai pas aimé du tout. J'ai arrêté en mai. Ce qui me faisait continuer, clairement, je vais être honnête, c'est la bourse, puisque financièrement, j'avais besoin. Mais je me suis dit, je vais arrêter. Je suis partie en vacances et à la rentrée, je savais vraiment pas quoi faire. Du coup, j'ai fait un petit job avec les enfants en tant qu'animatrice. Et c'est à ce moment-là que Révèle est venue, est rentrée dans ma vie. Donc moi, je connais Révèle au biais de ma sœur, qui est ambassadrice depuis le début, donc depuis 2014. Vu que j'avais un manque de confiance en moi, que j'étais perdue, que je ne savais pas où travailler, je ne savais pas. Surtout qu'on nous parle souvent de métier, mais moi, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est quoi? Je vais travailler où? Avec quel type de personnes, etc. et tout. Donc, Révèle, du coup, un accompagnement qui nous aide à prendre confiance en nous, qui nous aide aussi pour l'épanouissement personnel et professionnel. Donc vraiment, on nous a fait découvrir, il y avait des coachs, c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir des coachs, j'ai l'impression de me retrouver un peu chez Révèle. Du coup, on est vraiment accompagnés, on est surtout écoutés. On est écoutés parce qu'en fait, surtout au lycée, souvent, en fait, on nous dit soit tu fais ça, mais en fait, on n'accueille pas justement qu'est-ce que tu veux faire, dans quel milieu tu veux travailler. Du coup, ils m'ont vraiment accompagnée à ça. On parle aussi beaucoup de pouvoir d'agir chez Révèle. Donc, saisir les opportunités. C'est pas parce qu'on vient de milieu de quartier populaire qu'en fait, on doit s'auto-censurer, qu'on ne peut pas faire les choses, qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas choisir les métiers qu'on veut. Voilà. Et pour préciser, donc, c'est une association qui accompagne exclusivement les jeunes filles. Les jeunes filles de 13 à 20 ans. Donc, c'est exclusivement que les filles. Donc, on est vraiment une communauté on est une sororité, en fait.
On est une communauté de bienveillance, non-jugement. Franchement, c'est de l'entraide. Que ça soit avec les coachs, que ça soit avec les partenaires, parce qu'ils sont en partenariat avec plein d'entreprises, donc le monde du travail. Moi, j'ai eu l'opportunité du coup de découvrir le monde du travail. Donc en fait, le parcours Révèle, c'est 1 semaine, et en fait, on se découvre soi-même, on découvre le milieu professionnel, du coup, on va en entreprise. Moi, je suis allée avec Total Energy. C'était très intéressant parce qu'en fait, je rencontrais les salariés qui ont vraiment des expériences totalement différentes, qui se réorientent. Donc voilà. Du coup, après Révèle, j'ai fait un service civique du coup, dans une association qui s'appelle ATD Carmonde, donc, qui lutte contre la précarité. Du coup, moi, je travaillais en petite enfance avec les enfants. Du coup, on animait des ateliers pédagogiques. Voilà, des activités ludiques, et en fait j'ai vraiment aimé. J'ai rencontré une éducatrice de jeunes enfants, et c'est là qu'en fait ça m'a frappée. Je me suis dit mais en fait je veux le faire, je veux être éducatrice de jeunes enfants. Pour moi c'est important dès le jeune âge d'inculquer les valeurs à un enfant, l'épanouissement, la confiance en soi, c'est hyper important. Du coup j'ai fait je suis rentrée en formation. J'ai validé ma première année, tout se passait bien. La deuxième année était un peu plus compliquée parce que j'ai fait des stages qui se sont pas très bien passés, ce qui fait que j'ai pas validé les modules qu'il fallait. L'école m'avait dit de base que je pouvais faire pause et reprendre l'année d'après. Finalement, on me dit de tout recommencer. Donc voilà, j'ai beaucoup perdu en confiance. J'ai tout arrêté. Je suis partie à l'étranger me ressourcer. Et en revenant, du coup, encore, je suis déscolarisée, je n'arrive pas à trouver de travail, j'essaye de passer le permis, je le rate. Franchement, je perds un peu espoir. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Mais en fait, je me dis, je pense que c'est aussi le côté Révèle, se dire le pouvoir d'agir, je vais continuer, j'ai confiance en moi, j'ai les clés. Et du coup, j'ai pas lâché l'affaire. Je suis allée à la mairie, mission locale, ils m'ont accueillie, j'ai fait un contrat engagement jeune. Du coup, financièrement, ils m'ont aidée. Aussi, au niveau du côté professionnel, ils m'ont demandé est-ce que tu veux reprendre tes études ? Je savais pas. J'étais perdue, je me disais, est-ce que franchement, je suis faite pour ça ? Parce que travailler avec les enfants, c'est une responsabilité, c'est important, c'est des éponges, ils prennent de nous. Et à ce moment-là, j'allais pas bien, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver ? Et finalement, j'arrive là, on est en quoi là ? J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Et du coup, je reprends ma formation du coup en septembre. Voilà, cette année qui a fait que j'ai fait rien. Bon, même si j'étais à la mission locale. En fait, je me suis un peu découverte finalement. J'ai aimé la lecture, je lisais, j'ai beaucoup fait de slam. Donc, franchement, je me suis un peu occupée. Et en fait, la question qu'on se pose souvent les jeunes, et surtout ma tranche d'âge, j'ai 23 ans, en fait, c'est quand il y a des moments où en fait, on arrête nos études et en fait, on ne sait plus quoi faire de nos vies, on n'arrive pas à trouver du travail. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, c'est très dur parce qu'on se retrouve avec soi-même. Je suis tombée en déprime. C'était très dur. Et en fait, ce qui m'a, on va dire, rassurée et ce qui m'a reboostée, c'était beaucoup ma famille. C'est pour ça que quand vous reparlez des baromètres, c'est vrai, les proches nous aident beaucoup à remonter la pente. Il y a aussi le côté Révèle. Reprendre contact avec eux, ça m'a fait du bien, les coachs. Et voilà, quoi. Donc, Merci beaucoup Adjar pour ce témoignage parce que c'est pas facile de parler devant autant de personnes. Et surtout, bravo d'arriver aussi à parler de ce qui va bien, mais de ce qui va moins bien aussi dans votre parcours. Je vais passer la parole à Marie. Alors, Marie, vous avez un parcours un petit peu atypique, mais vous avez 25 ans. Vous êtes déjà directrice d'une association, l'association On est là dont vous allez nous parler. Vous avez aussi créé une micro-entreprise pour développer une activité de père aidance. On va comprendre pourquoi dans votre parcours.
Et vous avez été sélectionné dans le classement Forbes des 30 jeunes de moins de 30 ans les plus prometteurs de l'Hexagone. Bonjour à tous. Du coup, oui, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai été diagnostiquée d'une leucémie. Donc j'étais en première au lycée, ça a tout chamboulé dans ma vie. Ça a créé vraiment une grande rupture au niveau social, scolaire, dans tous les domaines de la vie de ma vie de jeune. J'ai fait 1 an de pause scolaire. Après, j'ai repris en terminale, j'ai passé mon bac. Ensuite, je suis partie en école de commerce parce que j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Et j'avais aussi beaucoup peur de me fermer les portes par mon orientation. Donc, sur le conseil de mes parents, je suis partie en école de commerce pour me fermer le moins de portes possible et développer des compétences dans le plus de domaines possible pour, au cas où, si je trouvais ma voie plus tard, j'aurais eu des compétences un peu dans tout. Et puis aussi, la vie à l'hôpital, en chambre stérile pendant plusieurs mois, ça a développé en moi une envie quand même de voyager, de découvrir le monde et d'être en extérieur. Donc j'ai fait un diplôme en marketing du tourisme pour espérant voyager et découvrir le monde. Au final, j'ai été diplômée d'un bachelor en 2020. Donc j'ai pas trouvé de poste qui me convenait à cette période-là, le tourisme étant totalement bouché et à l'arrêt. Donc j'ai dû essayer de trouver d'autres options et c'est là que ça a été très compliqué pour moi et que j'ai pu bénéficier de l'accompagnement d'une coach par 20 ans un projet. Parce que c'était un moment très... j'étais dans un brouillard complet quant à mon orientation. La maladie faisant que aussi, j'avais du mal à me projeter à plus de 6 mois plus tard. Donc c'était vraiment très compliqué. J'aimais beaucoup de secteurs, toujours cette histoire de choisir un secteur en particulier, c'était aussi me fermer d'autres portes et c'était très compliqué pour moi. J'étais vraiment dans le flou total, ça m'angoissait beaucoup et donc là le coaching est arrivé. Ça m'a permis quand même d'apprendre à mieux me connaître, à découvrir ce qui me plaisait pas, surtout ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et voilà, ça m'a permis quand même d'arriver à reprendre confiance et surtout à me remobiliser et à me mettre en mouvement dans une recherche d'emploi ou simplement d'un projet professionnel, même s'il n'était pas clairement défini. Ça m'a aidé à me relancer dans la voie de l'orientation. Donc après, j'ai quand même enchaîné des jobs, plus ou moins dans la communication, le tourisme, tout ça. Et puis, j'étais jamais vraiment épanouie, il manquait quelque chose, et surtout beaucoup de sens, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité de faire une formation pour des jeunes comme moi qui ont eu un cancer jeune. Ces jeunes qui ont envie de s'engager pour la santé, qui ne savent pas comment faire, qui ont envie de transformer leur épreuve de la maladie pour les autres, pour que ça serve à quelque chose. Et donc j'ai suivi cette formation, j'ai rencontré 14 autres jeunes qui étaient dans le même parcours que moi, un parcours similaire en tout cas. Et donc là, j'ai pu rencontrer le président de l'association On est là. Donc On est là, c'est une association de pair accompagnement. Donc tous les bénévoles sont de jeunes qui ont été malades entre leurs 15 et 25 ans à peu près et qui souhaitent s'investir auprès des jeunes qui sont actuellement en traitement.
Voilà, on fait des groupes de parole, on partage nos expériences, on crée du lien ensemble et c'est vraiment... ça fait beaucoup de bien. Et donc j'ai rencontré le président de cette association-là qui m'a proposé ensuite le poste de directrice. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je suis directrice. Et là, je peux dire que j'ai enfin trouvé ma place. J'ai le sens qui me manquait. J'ai les compétences j'ai les missions en tout cas dont je rêvais. C'est l'accomplissement en tout cas. Pour moi, c'est parfait. Je mets mon parcours personnel, je le transforme en quelque chose de positif au service d'autres jeunes. Et pour moi, c'est vraiment... je suis fière de moi, pour le coup, ouais. Vous m'avez dit aussi que vous avez commencé à créer une activité, peut-être vous pouvez nous en parler. Oui, donc mon poste de directrice, je suis à mi-temps, parce que les fonds d'une association ne sont pas un puissant fonds. Et à côté de ça, donc, j'ai développé une activité de patiente partenaire. Pareil, les patients partenaires, c'est un métier qui existe quand même... qui est assez répandu, mais qui commence tout juste à être reconnu comme un vrai métier, avec une vraie rémunération. Donc, c'est des patients qui sont intégrés dans des services de soins pour représenter la voix des patients, des usagers, donner leur vision pour améliorer le parcours de soins, toujours faire une meilleure prise en charge des patients, et aussi qui peut être sollicité par les patients qui ont envie de parler tout simplement avec quelqu'un qui a un parcours similaire. Donc voilà, là pour l'instant, mon projet, donc la micro-entreprise est montée. Il me manque juste à trouver la structure où faire ça, et voilà. Vous venez du sud de la France, de quelle région ? Tout récemment, j'ai déménagé à Béziers, ouais. Et vous, Adjar, vous êtes d'où ? Moi, je suis de Paris, mais de Sevran, banlieue. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et bravo.